tenter autant que faire se peut de ne pas vous emmener dans les sentiers de techniques, de droit, de juridisme, de bonne loi. Le monde vit quelque chose d'extraordinaire depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui. À savoir que l'équilibre qui avait été mis en place et qui a laissé la place à un unilatéralisme à outrance est en train de vouloir se remettre en cause. Le panafricanisme que je suis, qui depuis 15 ans a engagé non pas une croisade, parce qu'on nous avait mal compris à l'époque, mais nous avons estimé que si le monde doit être celui qu'il est aujourd'hui, s'il doit convoquer que la paix dérive de l'équilibre, la terreur, il faudrait que tout le monde entier, l'universalité, soit au même pied d'égalité. Il n'était pas compréhensible que l'Afrique soit toujours en rade et que depuis les 2 premières catastrophes qui ont été créées par les Européens, à savoir la Première Guerre mondiale, après l'attentat de Sarajevo, qui était en fait une incompréhension entre le monde arabo-musulman et le monde judéo-chrétien qui n'a rien à voir avec l'africanité. Et la deuxième stade, qui est la Deuxième Guerre mondiale, qui a été provoquée toujours par les Européens, à savoir que le président, le Reich allemand, avait décidé pour que les Allemands se portent bien, pour qu'ils mangent bien, d'exterminer 6 millions de Juifs. Donc on avait donc un problème entre les judéo-chrétiens, entre eux, c'est-à-dire le monde juif et le monde chrétien. Et au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons à une autre strate, celle qui convoque non seulement ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir la dichotomie entre le monde arabo-musulman et le monde judéo-chrétien, armée, Daesh, État islamique et tout ce que vous convoquez, qui remet le monde en cause aujourd'hui. Mais ce qui est mal, ce qui fait le plus mal et qui a amené tout le monde à s'arrêter un seul instant sur le monde occidental, c'est parce que la situation de 1945 est encore en train de vouloir se remettre en place. C'est-à-dire que les Européens se remettent en chien de faïence pour se guerroyer entre eux. Ça, ce n'est pas bon pour l'humanité. Si l'on convoque les 2 premiers stades dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc l'Africain que je suis n'a pas demandé à ce que pour qu'il ait sa place légitime dans le concert des nations, qu'il y ait d'autres nations qui disparaissent. Ou alors qu'on nous remette dans la situation qu'on a eue en 1945 et en 1916. Et vous convoquez qu'en 1916 comme en 1939, l'Afrique a joué un très grand rôle pour que la paix se remette en place dans le monde entier. Vous avez souvenance du tirailleur sénégalais, mais vous avez surtout souvenance, et je sais que vous oubliez souvent très vite, que le monde occidental s'est remis en place économiquement et culturellement parce qu'il a convoqué les bras et les cerveaux d'Afrique. Nous pensons donc que le moment où l'Afrique est en train de se battre pour sa propre dignité, pour son identité propre, et comme nous sommes l'humanité, l'Afrique c'est l'humanité, le panafricanisme c'est l'humanisme, nous savons très bien que lorsque l'Occident aura fini de se guerroyer, c'est encore en Afrique qu'ils viendront chercher la sève qui leur permet de se remettre en place. C'est pour cela que l'Africain que je suis est mal de voir que l'humanité avait déjà mis en place un certain nombre d'institutions à travers l'Organisation des Nations Unies, qui était d'abord la Société des Nations. Et l'Organisation des Nations Unies a muté à une universalité pour la gestion de ce genre de problèmes. Mais la conclusion à laquelle on arrive, c'est que le monde ne peut être en paix, l'Afrique ne peut être en paix que si on permet à ce que le multiculturalisme se mette en place. Ce qui suppose qu'on ne peut pas continuer à nous imposer la religion judéo-chrétienne comme la religion arabo-musulmane. On ne peut pas continuer à nous imposer les coutumes gréco-romaines qu'on appelle démocratie, ou alors le monde unilatéral qui voudrait qu'on doit faire les choses de la même manière. Donc nous pensons que ceux qui nous ont donné des leçons, qui nous ont introduits dans ce qu'ils appellent le monde universel, ils doivent savoir se retenir. Ils doivent savoir se remettre très rapidement en cause parce que l'Afrique ne jouera plus le mauvais rôle qu'il avait joué en son temps. Celui d'aller guerroyer pour sauver les Européens occidentaux, mais encore celui d'apporter la nourriture et tout ce que l'on veut en ce qui concerne ces pays. Donc je suis mal, mais en réalité, je peux aussi dire que l'occasion faisant le larron, ce que nous avons convoqué, la masse critique populaire africaine, vient donc de se rendre à l'évidence que nous étions sur le bon chemin. Vite. Et il va vite avec un seul attelage. Et à chaque strate, à chaque montée de colline, à chaque descente de colline, il faut changer la vitesse, il faut revoir l'attelage. Parce que lorsqu'on monte, on demande à ce qu'il y ait une traction avant. Lorsqu'on descend, il faut le frein. Donc ce qui
nous arrive aujourd'hui, c'est que le monde occidental était tellement allé loin dans une seule voie qu'il ne s'est pas rendu compte que les autres nations, les autres cultures se remettent en cause en fonction des limites conceptuelles et structurelles du monde d'aujourd'hui. Nous avons eu l'impression que l'Occident, et il faut bien préciser si l'Occident c'est l'Europe, et l'Europe ici c'est en même temps l'Union soviétique, dont la Russie et l'ensemble des pays qui disent qu'ils sont dans l'Union européenne, et leur diaspora qui allait conquérir de nouvelles terres en Amérique, notamment le Canada et les États-Unis d'Amérique. Nous pensons donc qu'à chaque montée de colline, à chaque descente de colline, on ne peut pas avoir la même solution. Et on ne peut pas toujours croire que ce qui s'est passé hier est valable pour aujourd'hui. On a eu un monde où chaque fois, le monde occidental pensait comme celui qui dirige l'économie, qui dirige la culture, qui dirige le culte, qui dirige la politique, qui dirige la recherche. Ils avaient toujours cru que chaque fois qu'il y a quelque chose, ils peuvent dire à leur vis-à-vis, nous allons vous empêcher d'avoir ceci, nous allons vous avoir ceci. Mais entre-temps, le monde est tellement incrusté que nous découvrons aujourd'hui qu'en réalité, si la France est un pays nucléaire aujourd'hui, c'est parce qu'elle puise au Mali et au Niger. Si la France est un pays aujourd'hui qui ne connaît pas de coupure d'électricité, c'est parce que le gaz sort de Russie. Si la France aujourd'hui peut donner du pain, qui avait créé mai 68 en son temps, et quand je parle de la France et de l'Europe tout entière, c'est parce que le blé sort de Russie, le blé sort d'Ukraine. Mais le problème fondamental, c'est que quand on avance, il faut savoir s'arrêter pour voir si les autres vous suivent, si les autres vous comprennent mieux. On s'est rendu à l'évidence que chaque pays à qui on impose les sanctions occidentales, je précise très bien, les sanctions occidentales c'est quoi? C'est qu'on vous dit qu'on ne va pas vous donner les machines pour transformer l'agriculture, on ne va pas vous donner de l'aide pour l'éducation, on ne va pas vous donner de l'aide pour les cultes, on ne va pas vous donner de l'aide pour la politique. Mais il faut se rendre à l'évidence que dans leur propre monde, la Chine, la Russie, le Brésil, la République sud-africaine et depuis un certain temps le Nigeria et les pays de l'Algérie, la Tunisie et autres ont acquis un certain nombre d'autonomies qui leur permettent aujourd'hui de voir venir le monde. Donc les sanctions ont été faites à la Libye pendant près de 20 ans. Les sanctions ont été faites à la Libye, mais on avait oublié que le monde occidental, qui a fait une très grande course dans l'industrialisation, a besoin du poumon d'industrialisation qu'on appelle le pétrole. Entre-temps, la Libye commerçait avec un certain nombre de pays européens. La Libye commerçait avec un certain nombre de pays outre-Atlantique, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine et les autres. On ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que si vous faites une sanction à un pays, que ce pays va rester ancré sur la sanction occidentale. Il peut aller voir ailleurs. On en a vu avec la République centrafricaine, on en a vu avec la Libye. Je pense donc à mon humble avis, les sanctions peuvent susciter auprès du pays tiers, s'il vous est entièrement acquis au plan économique, une certaine crainte référentielle. Mais si ce n'est pas le cas, il peut aller voir ailleurs. Et je dis toujours, pour le cas de l'Afrique que je connais mieux, on a fait des sanctions en ce qui concerne le Mali, la CEDEAO. Vous avez plutôt vu que ça a suicidé parce que ça tient des populations qui ne sont pas liées aux mauvaises politiques des chefs d'État et de gouvernement. Il faut toujours que chaque fois qu'on dit qu'on va imposer une sanction à un État, à une nation, à un peuple, qu'on tienne compte du fait que le peuple n'est pas toujours d'accord avec cela. Est-ce qu'on a fait un sondage pour se rendre à l'évidence que les Russes sont d'accord avec la politique de Poutine? Est-ce qu'on a fait un sondage à son temps pour se rendre à l'évidence que la junte malienne est en accord avec le peuple malien? Quand on ferme, un homme qui est dos au mur développe d'autres capacités qui lui permettent de se démettre de la jonction qu'il faisait, de celui qui lui fait ce problème. Donc je pense à mon humble avis, et d'ailleurs, je termine par là, j'ai eu l'impression que les sanctions se sont faites en avalanche, sans préparation aucune, sans étude aucune. C'est après qu'on a expliqué au peuple de l'Union européenne, au peuple outre-Atlantique, qu'on a pris des sanctions, voilà ce que ça va nous arriver, voilà ce que ça va nous arriver. Les peuples sont tellement interconnectés aujourd'hui qu'il sera difficile que même l'opinion publique européenne et occidentale comprenne ce type de sanctions. Donc je crois que c'est contre-productif parce que la Chine vient de donner le même marché qu'il aurait voulu donner à l'Allemagne. Moi je crois que c'est un peu gênant. L'Europe doit reprendre les curricula de ses relations internationales et diplomatiques avec les autres peuples. S'il ne se remet pas en cause, j'ai bien peur qu'on arrive au pire.
D'abord, il faut qu'on s'entende sur les mots et les concepts. Ils ont leur importance. Est-ce qu'il y a une guerre au moment où je vous parle? Je ne crois pas. Il n'y a pas une guerre. Sinon, les Européens n'auraient pas utilisé le mot invasion. Quand on convoque l'histoire, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait en son sein l'Ukraine, la Pologne, la RDA et tous ces pays en un qui, au plan économique, ne s'accordent pas avec l'Union européenne qui est de type occidental, avec le libéralisme économique. Donc, il faut, et c'est l'erreur que nous commettons souvent parce que nous sommes sclérosés sur l'unique culturalisme qu'on nous a imposé. Dès que l'Europe occidentale a dit que c'est bon, ça devient mondial. Dès que l'Europe occidentale a le Covid, ça devient mondial. Dès que l'Europe occidentale a la crise économique, ça devient mondial. Mais là, maintenant, ça convoque l'intelligence et la sagesse. Quand vous relisez le discours des déclarations d'invasion de l'Ukraine, de M. Vladimir Poutine, il vous fait et l'historique des faits et l'historicité des faits qui l'amènent à poser cet acte. Il paraît qu'entre eux, en 1945, ils avaient décidé de saucissonner le monde afin que les Européens, ils s'étaient jurés, ne se guerroient plus entre eux, mais qu'ils choisissent des territoires de prédilection où ils vont faire la guerre économique, ils vont faire la guerre culturelle, la guerre philosophique, la guerre matérielle, toute la guerre politique. C'est comme ça que vous entendez qu'il y a la France-Afrique, il y a l'Afrique et tout ce que vous voulez. Ça, c'était normal, mais ils s'étaient jurés que ça ne doit plus se faire en terre européenne. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses qui se sont promises. Et je pense que quand j'ai lu le discours de M. Poutine, il est assez clair. Il était dos au mur. On lui a arraché tous les satellites de l'ancienne Union soviétique. Il est resté tranquille. Maintenant, il s'était juré qu'au moins l'OTAN, où Poutine lui-même a voulu y entrer pour que le monde soit en paix. Mais il paraît que l'OTAN fait vivre l'Europe occidentale parce qu'il faut vendre les armes, il faut amener l'assistance militaire et tout ce que vous voulez. C'est dans la course entre eux. Mais il s'était entendu qu'au moins, il y a une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Et cette ligne rouge, paraît-il, a été franchie. Puisqu'il y a des bases militaires qu'on a retrouvées en Ukraine et qui menaçaient la sécurité de la Russie qui est seule contre toute l'Europe alors qu'elle fait partie de l'Europe. Quand vous voyez le type de sanctions, la valeur des sanctions, moi j'ai même l'impression que c'est l'Europe occidentale qui tremble. Les organisations internationales de la société civile comme la FIFA, comme l'Organisation mondiale de la santé, comme la Fédération internationale de basketball, de machin, qui, avec l'UEFA, vont s'ajouter aux sanctions qui ont déjà été prises au plan économique. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en réalité, s'il y a déjà la Fédération internationale de football association, on n'avait plus besoin de convoquer l'UEFA, qui est en réalité l'union des équipes d'une ère géopolitique qui s'appelle l'Europe. Donc, les Européens veulent se comporter comme si c'est eux seuls qui doivent toujours prendre un certain nombre de réalités. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'eux-mêmes, pour que personne ne dupe l'autre, avaient créé ce qu'ils appellent le Conseil de sécurité, où il y a 5 nations. Et sur ces 5 nations, il y a 4 nations européennes, 3 nations occidentales et une nation asiatique, qui est la Chine. Et il s'était dit que chaque fois qu'une de ces personnes ne va pas accorder sa voix sur les 5 voix qu'il faut pour déclencher la guerre, il n'y aurait jamais la guerre. S'il devait avoir guerre, c'est une guerre psychologique, c'est une guerre économique. Mais comme vous avez posé la question sur la guerre, qu'est-ce qui arriverait si la Russie perd la guerre? La Russie va perdre quelle guerre? La Russie est à l'intérieur de l'Ukraine. La Russie est en train de mettre le cordon de sécurité. La Russie a la bombe atomique. La Russie a l'artillerie nucléaire. La Russie est membre du Conseil de sécurité. La Russie a pour ami la Chine. Je crois que ce qui va plutôt arriver, peut-être la guerre économique qu'il peut perdre, peut-être la guerre culturelle, mais si c'est la guerre qui instaure l'insécurité et les morts un peu partout, je crois qu'il faudrait qu'on y aille doucement. Depuis 1945, il est difficile aujourd'hui que le monde arrive à cette extrémité. Et si le monde va arriver à cette extrémité, je crois qu'il n'y aura pas de perdants, il n'y aura pas de gagnants. Parce que lorsqu'une bombe éclate quelque part, elle prend tout le monde. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça se passe en Europe. L'Europe est incrustée entre eux. Il n'y a pas les mers qui les séparent.
Donc si quelque chose a lieu en Ukraine, elle a lieu en Russie, elle a lieu en Pologne, elle a lieu en Espagne, ça va déflagrer un peu partout. Peut-être ceux qui sont aux États-Unis viendront comme ils sont venus en son temps avec les bombes à Nagasaki, à Hiroshima. Vous voyez que la guerre a lieu en Europe, mais les gens vont plutôt lancer les bombes au Japon, c'est-à-dire en Asie. Je crois qu'il faudrait que les peuples restent tranquilles. La guerre n'aura pas lieu, sinon Poutine et l'Ukraine ne seraient pas en train de négocier au moment où je vous parle. Mais par contre, comme les pays européens sont à la croisée des chemins, il faut plutôt craindre, parce qu'ils sont otages de leurs opinions publiques, qu'ils veuillent jouer les oraux pour montrer à leurs opinions publiques qu'ils sont assez forts et que par inadvertance, quelqu'un appuie le mauvais bouton. Et ce ne sera que très mauvaise chose pour l'humanité tout entière.